Bonjour à toutes et à tous. Donc voici que l'homme, après 300 000 ans de mode de vie stationnaire non croissant, et nous pourrions même dire depuis 2 millions d'années, si nous voulions considérer le genre Homo dans son ensemble, et pas uniquement le dernier modèle récemment sorti des usines darwiniennes, l'Homo sapiens. Voici donc que l'homme a brusquement infléchi cette trajectoire durable pour se lancer depuis 200 ans à peine dans une aventure largement aléatoire et manifestement non durable, la croissance. Alors, une question nous vient immédiatement à l'esprit: pourquoi Homo sapiens a-t-il brisé aussi soudainement cette trajectoire d'état quasi stationnaire pour adopter une trajectoire radicalement différente et surtout en y adhérant aussi massivement? Avant de tenter de répondre à cette question, nous devons tout de suite rejeter un correctif qui viserait à la nuancer, cette question, au prétexte, par exemple, que l'évolution se serait faite progressivement par un étalement de cette transition sur plusieurs siècles. Cet éventuel correctif serait indubitablement inexact, et il est indubitablement inexact, puisque nous avons vu, dans le préambule à cette série de chroniques sur la base de la croissance, que les courbes de la consommation de ressources naturelles finies, de la production de richesses, du PIB et de la population, que vous pouvez revoir ici, présentent tout un tracé linéaire, droit et quasi horizontal, avec un sinus au plus égal à 1 ou 2 degrés, depuis l'année -1000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment du début de la révolution néolithique, et ce jusque vers l'année 1850, date à laquelle les trois courbes se cabrent de façon asymptotique, comme vous pouvez le voir, en direction de sommets paraissant infinis. De plus, il nous faut préciser que ces mêmes trois courbes appliquées à la période Homo sapiens néolithique, Homo sapiens pré-néolithique, c'est-à-dire de moins 300 000 ans à moins 10 000 ans, et qui n'est pas proposée ici dans sa représentation graphique, elle présenterait, elle, un tracé rigoureusement horizontal, illustrant non pas un état quasi stationnaire, mais un état totalement stationnaire. Autrement dit, totalement et éternellement durable, figurant ainsi un modèle incontestable de stabilité écologique de l'espèce humaine, qui n'est pas une simple vue d'esprit, mais une réalité bien factuelle de plusieurs millions d'années. Donc, après avoir été convaincu que l'entrée en croissance a bien été rapide et brutale, une autre question liminaire se pose alors à nous. Le désir de croissance, est-ce qu'il était inscrit dans les gènes de l'Homo sapiens, n'attendant ainsi que des circonstances favorables pour s'exprimer? Ou bien au contraire, ce désir de croissance est-il apparu de façon fortuite, telle une lubie passagère, ou bien encore a-t-il été imposé politiquement par une minorité dominante au reste de l'espèce, imposée au reste de l'espèce? Alors, ces questions passionnantes ne peuvent naturellement pas trouver de réponse mathématique, scientifique, puisque aucune hypothèse ne pourrait être en mesure d'apporter suffisamment de preuves factuelles à l'appui de son argumentation. Seules des tendances ou des corrélations pourront être avancées. La plus évidente étant celle qui mettrait en perspective la très longue réalité des 300 000 ans d'état stationnaire avec la très courte réalité des 70 ans de croissance. Et qui, de ce fait, cette mise en perspective, nous amènerait à penser qu'une pulsion qui patiente pendant 300 000 ans pour s'exprimer n'est pas issue d'un facteur inné. Mais ce n'est qu'une hypothèse que nous nous permettrons simplement d'évoquer. Alors,
En dehors de la réponse pouvant être apportée à cette question causale, réponse qui nous donnerait une idée plus précise de la nature exacte de cette volonté de croissance, nous allons maintenant étudier la façon dont cette volonté de croissance est devenue un véritable fait culturel, au plan des valeurs qu'elle véhicule, tant au plan des normes qu'elle impose, également au plan des institutions qui en sont issues, et de la visibilité de ces artefacts dans la vie quotidienne. Alors voyons tout cela d'un peu plus près. Dans la chronique précédente, nous avons rapproché culture et croyance, mais nous devons à la vérité de préciser que leur cohabitation, culture et croissance, n'est pas forcément réversible, dans la mesure où les croyances sont toujours constitutives d'une culture, mais qu'une culture, elle, n'est pas forcément constitutive, du moins en théorie, de croyances, d'une de plusieurs croyances. Or, dans le domaine de la croissance, il apparaît que nous sommes bien en présence d'une croyance, ou de plusieurs croyances associées, qui, toutes assemblées entre elles, génèrent une culture globale. Afin d'éviter les confusions, il nous faut également rappeler que nous employons le terme croyance dans son acception étymologiquement exacte, c'est-à-dire en tant que processus mental conduit par une personne qui adhère à une thèse ou à une hypothèse, de façon qu'elle les considère comme une vérité absolue, indépendamment des faits ou de l'absence de faits, confirmant ou infirmant cette thèse ou cette hypothèse. De fait, la croyance s'oppose à la connaissance. Croyance, connaissance. Connaissance représentée, elle, par un ensemble de données factuelles permettant à une personne de conduire un processus mental sensiblement différent, tout entier basé, lui, sur la démonstration et l'argumentation d'une idée. De ce point de vue, l'adhésion massive des peuples humains à la croissance en tant que valeur phare de leur trajectoire collective. Cette adhésion massive relève bien de la croyance et pas de la connaissance, de même que sont symétriques le rejet de la décroissance comme considérée comme phénomène inéluctable, bien entendu. Eh bien, ça relève aussi, et pour des raisons identiques, de la croyance, et ça ne relève pas de la connaissance. C'est ainsi que lorsque, à contre-courant de la culture officielle, nous mettons en avant ce caractère inéluctable de la décroissance, en étayant notre argumentation par des arguments, des éléments scientifiques, ou même des éléments de simple bon sens, la grande majorité des gens nous opposent une simple conviction qui, objectivement, au final, relève d'un caractère religieux. Ce credo de la croissance qui va durer éternellement, ce credo, il est même renvoyé aux différents sceptiques que nous sommes, il est renvoyé de façon compulsive, voire de façon agressive, comme si ces sceptiques osaient violer un tabou, bafouer une valeur fondatrice et nier, au final, une vérité absolue et incontestable, telle que peut l'être une notion relevant du fameux ou fumeux intérêt général, en quelque sorte. Cette agressivité des zélateurs de la croissance infinie, cette propension même à la pénalisation du simple doute en la pérennité de la croissance. Et de ce fait, sa propension à la criminalisation de sa négation, de la négation de la croissance, témoigne à elle seule de la puissance fédératrice de la valeur croissance du point de vue de la culture humaine actuelle. Pour ceux qui croient en la croissance, c'est-à-dire qui croient à la fois à sa durabilité et à sa vertu, durabilité et vertu, car cette valeur, la valeur croissance, elle emporte bien ces deux aspects, aspect de durabilité et aspect de vertu. Nous y reviendrons à cette dualité. Eh bien,
L'argumentation fondamentale, c'est que ce qui est aujourd'hui ne peut pas ne pas perdurer demain. C'est une doctrine bien connue, procédant de la force de l'instantanéité et de la dictature du présent. À l'inverse, la position des croissance-sceptiques que nous sommes se fonde, cette position, sur un catalogue détaillé de faits incontestables et en premier lieu sur le fait que les ressources naturelles finies nécessaires au processus industriel croissant, que ces ressources naturelles finies n'existent qu'en quantité limitée et que leur disponibilité est vouée à diminuer inexorablement. Nous en avons déjà abondamment parlé dans les chroniques consacrées à l'impasse physique et à l'impasse comptable. Les croissancistes les plus avisés se rebellent toutefois contre ces évidences en arguant qu'il existe des ressources renouvelables, essentiellement le bois et plus globalement la biomasse. Mais sans nous expliquer comment ils comptent s'affranchir des lois de la physique, qui imposent de ne pas les exploiter, ces ressources renouvelables, au-delà de leur taux de renouvellement, ce qui, de fait, rend ces ressources incapables de fournir à elles seules le carburant nécessaire au maintien de l'activité économique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les plus avisés encore nous expliquent alors que nous avons à notre disposition des ressources quasi inépuisables, avec le vent, le soleil et l'eau, ou plus exactement la gravité, c'est-à-dire l'énergie dégagée par l'élément liquide lorsqu'il se passe d'un point haut à un point bas. Cela est tout à fait exact. Mais ils sont néanmoins, ces zélateurs, ils sont néanmoins dans l'incapacité de nous quantifier le potentiel de ces énergies renouvelables, inépuisables, et notamment, et plus concrètement, de nous démontrer qu'elles seraient en capacité de fournir ne serait-ce que l'équivalent journalier des 90 millions de barils de pétrole consommés actuellement. Loin, loin, loin s'en faut. Ils évitent également de nous dire que ces énergies miracles ne sont en réalité pas des miracles, mais des énergies ancestrales, déjà utilisées par les premiers Homo economicus, mais abandonnées à cause de leur trop faible potentiel comparativement aux énergies issues des hydrocarbures. Des hydrocarbures non renouvelables. Enfin, ils s'abstiennent de nous préciser, ces zélateurs de la croissance infinie, ils s'abstiennent de nous préciser que ces ressources inépuisables ne sont que des ressources énergétiques et pas des ressources minérales. Or, nous savons que la machine croissanciste industrielle se nourrit du couple énergie-matière et que, dans ces conditions, le défaut d'un seul élément rend inopérant l'ensemble du dispositif. Dans ce domaine de la matière, une croyance leur vient néanmoins à la rescousse, celle du recyclage, qui est une composante fondamentale de la valeur culturelle croissance, mais qui, paradoxalement, pourrait contribuer à elle seule à la discréditer cette valeur croissance, puisque nous avons déjà démontré dans une chronique précédente qu'en réalité le recyclage des métaux était un mythe, plus exactement que le recyclage infini des métaux était un mythe, et qu'en réalité ce recyclage, cette récupération des métaux après une première, voire après une énième utilisation, cette récupération tendait inexorablement vers zéro, cette tendance pouvant d'ailleurs s'accélérer rapidement, consubstantiellement à un manque de disponibilité en énergie, énergie facteur d'achoppement du fameux recyclage métallique. Alors, nous voyons donc que c'est à partir d'éléments très précis que nous autres, les croissanços-sceptiques, développons nos raisonnements. Et que, par voie de conséquence, ce que nous pourrions dénommer le credo de la décroissance inéluctable, mais ce credo, il bénéficie d'un véritable fondement factuel, contrairement au credo de la croissance durable,
qui, lui, ne se base que sur des espoirs pieux, relevant plus de la religion que d'une conviction raisonnable et argumentée. Ainsi, lorsque nous posons aux croissancistes la question « Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que la croissance va durer ?» Eh bien, leur réponse se base immanquablement sur de simples ressentis, ce qui est contraire aux lois fondamentales du débat. Le débat, perdant dès lors l'essentiel de sa pertinence, et se terminant généralement par une fin de non-recevoir du genre « et puis c'est comme ça, parce que ça a toujours été comme ça et que l'homme a toujours progressé ». Ce refus de l'argumentation factuelle, il est naturellement sous-tendu par la conviction inébranlable qu'il n'est pas besoin d'argumenter lorsqu'une chose est évidente. Et les rares fois où les adorateurs de la croissance acceptent de débattre sur les faits, eh bien, ils ne se basent que sur des éléments mineurs. Refusant les macro-constatations, ils se retranchent sur des micro-constatations, c'est-à-dire des expériences de laboratoire. Par exemple, lorsque nous évoquons le déclin de l'aviation lié à la fin du kérosène. Ils nous opposent l'exemple du Solar Impulse, ce petit avion solaire expérimental qui a effectué un voyage autour de la Terre en 18 mois. Et ils nous disent, vous voyez, il est bien un avion solaire qui vole, donc il n'y a pas de raison pour que bientôt toute la flotte du monde entier de gros porteurs ne vole pas à l'énergie solaire. Lorsque les croissants sont sceptiques, pronostiquent le déclin des transports routiers à cause de la fin du gasoil, les adorateurs de la croissance leur rétorquent en leur opposant la voiture électrique. Et en extrapolant hardiment, eh bien, il n'y a pas de raison pour que demain, on ne puisse pas fabriquer des semi-remorques de 60 tonnes qui feraient Moscou-Madrid d'une seule traite avec une batterie sans avoir à la recharger. En réalité, ces arguments ne se basent pas sur des données scientifiques efficientes. Ce ne sont que de simples extrapolations, ne pouvant être valablement tenues pour des certitudes, dans la mesure où aucune d'entre elles n'a encore été vérifiée à ce jour, ni surtout mise à l'épreuve de la grande série. Enfin, il convient de remarquer que ces expériences de laboratoire, eh bien, elles sont généralement financées par l'argent public, parce qu'elles sont non rentables. Ce qui constitue paradoxalement un modèle de gestion contraire à celui qui a présidé au développement de la société industrielle croissanciste, tout entière mue par l'initiative individuelle. Voici donc qu'on nous dessine une croissance de l'avenir tout entière, elle, fondée sur le bras étatique. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faudrait pas oublier que ce développement rapide et exponentiel de ces 170 dernières années, la croissance, qui ravit tant ses promoteurs croissancistes, eh bien, elle n'a été rendue possible que par la rentabilité immédiate et non subventionnée de l'industrie extractive privée. Bref, toutes ces contre-argumentations développées par les croissancistes face à l'inéluctabilité de la décroissance, toutes ces contre-argumentations ressemblent à s'y méprendre aux objections bornées de la pensée mythique face aux rationalités de la pensée scientifique, soulignant encore plus l'enracinement profond dans l'inconscient collectif de la valeur croissance en tant que fait culturel majeur. Par ailleurs, cet enracinement mythique populaire se retrouve naturellement décliné dans le discours de la représentation politique et de façon hégémonique, à tel point que nous ne trouvons dans l'offre programmatique globale des partis politiques, toutes tendances confondues, aucun projet s'opposant franchement à la sacro-sainte valeur croissante. Et c'est en quelque sorte le détail et le profil de cette offre croissanciste que
je vous propose d'étudier dans la prochaine chronique qui aura pour titre « Qui sont les promoteurs de la culture croissanciste ?»